Ce soir, je vais donc vous lire Sable, une nouvelle de Stephen King. Bonne écoute. Évidemment, j'oubliais, pour la rediff, ce soir, nous sommes avec Nask, qui va illustrer en 3D cette nouvelle. Voilà, le temps que tout s'affiche. Bonne écoute. Le vaisseau fédéral ASN-29 tomba du ciel et s'écrasa sur le sol. Au bout d'un moment, 2 hommes glissèrent de son crâne fendu, comme des cervelles. Ils marchèrent un peu, s'arrêtèrent, casque sous le bras, et observèrent l'endroit où ils avaient échoué. C'était une plage qui n'avait pas besoin d'océan. Elle était son propre océan. Une mer de sable sculpté, une mer en instantané, noir et blanc, figée pour toujours en creux et bosses, et toujours plus de creux et de bosses. Des dunes, des basses, des escarpées, des régulières, des plissées, des dunes au sommet en lame de couteau, des dunes au sommet plat, des dunes au sommet irrégulier, qui avaient l'air de dunes empilées sur des dunes dominos. Des dunes, mais pas d'océan. Les vallées constituées par les creux entre ces dunes serpentaient en un noir dédale de galeries de rats. Si l'on regardait ces lignes tortueuses suffisamment longtemps, on pouvait croire qu'elles formaient des mots. Mots noirs errant sur les dunes blanches. Foutre merde ! Lança Shapiro. Amène ton cul, dit Rand. Shapiro commença à cracher, puis il se ravisa. La vue de tout ce sable l'incita à se raviser. Ça n'était peut-être pas le moment de gaspiller l'humidité. À demi enseveli sous le sable, ASN-29 n'avait plus l'air d'un oiseau à l'agonie. Il ressemblait à une courge qui s'est brisée et dévoile un intérieur pourri. Un incendie s'était déclaré. Les réservoirs à essence de tribord avaient tous explosé. Dommage pour Grimes, déclara Shapiro. Ouais. Les yeux de Rand erraient toujours sur la mer de sable, allant jusqu'à la ligne d'horizon, puis revenaient.
C'était dommage pour Grimes. Grimes était mort. Grimes n'était plus que morceau, gros et petit dans la réserve arrière. Shapiro y avait jeté un coup d'œil et avait pensé « On dirait que Dieu a décidé de manger Grimes, a découvert qu'il n'avait pas bon goût et l'a recraché. » C'en avait été trop pour l'estomac de Shapiro. Ça et la vision des dents de Grimes disséminées sur le sol du compartiment. Shapiro attendait à présent que Rand dise quelque chose d'intelligent. Mais Rand restait silencieux. Ses yeux parcouraient les dunes, suivaient entre elles les sinuosités en ressort d'horloge des creux profonds. « Hé !» s'écria finalement Shapiro. « Qu'allons-nous faire ? Grimes est mort, c'est toi le chef. Qu'allons-nous faire ? » Faire. Les yeux de Rand allaient et revenaient sur la paix des dunes. Un vent sec et régulier soulevait le col caoutchouté de sa combinaison de la protection de l'environnement. Si tu n'as pas de ballon de volley, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu racontes ? N'est-ce pas ce que l'on fait à la plage ? Demanda Rand. Jouer au volley. Shapiro s'était égaré de nombreuses fois dans l'espace. Et il avait presque connu la panique lorsque le feu s'était déclaré. À présent, en regardant Rand, il percevait une terreur telle qu'elle le dépassait. C'est immense, déclara Rand d'un air rêveur. Et pendant un instant, Shapiro pensa que Rand parlait de sa peur à lui, Shapiro. Une plage foutrement grande. Un truc comme ça peut ne pas avoir de fin. On pourrait faire 150 km à pied avec sa planche à voile sous le bras et en être toujours au point de départ, ou presque, avec rien derrière soi à part 6 ou 7 traces de pas. Et si on s'arrêtait 5 minutes, les 6 ou 7 dernières traces auraient elle aussi disparu. As-tu obtenu un CompScan topographique avant que nous ne tombions ? Il décida que Rand était en état de choc. Rand était en état de choc, mais Rand n'était pas fou. Il pourrait donner une pilule à Rand si c'était nécessaire. Et si Rand continuait à débloquer, il lui ferait une piqûre. Est-ce que tu as regardé où sont... Quoi ? Lança Rand en lui jetant un bref regard. Les vertes vallées. C'est ce qu'il avait failli dire. On aurait cru une citation tirée des psaumes. Et il n'avait pas pu achever. Le vent faisait résonner un carillon d'argent dans sa bouche. Quoi ? Demanda à nouveau Rand. Un CompScan ! CompScan ! Hurla Shapiro.
T'as jamais entendu parler de Compscan, espèce de débile? À quoi ça ressemble ici? Où se trouve l'océan qui borne cette foutue plage? Où sont les lacs? Où est la ceinture verte la plus proche? Dans quelle direction? Où est donc la fin de cette plage? La fin? Ah, je vois. Elle n'a pas de fin. Pas de ceinture verte, pas de calotte de glace, pas d'océan. C'est une plage en quête d'océan, mon pote. Des dunes et des dunes et des dunes. Et ceci sans fin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'eau? On peut rien faire. Le vaisseau, il est hors d'usage. T'as tout pigé, Sherlock. Shapiro se tue. À présent, c'était se taire ou piquer une crise d'hystérie. Il avait l'impression, presque la certitude, que s'il se laissait aller à l'hystérie, Rand continuerait à contempler les dunes jusqu'à ce que lui, Shapiro, trouve une solution, ou jusqu'à ce qu'il n'en trouve pas. Comment appelle-t-on une plage sans fin? Eh bien, on appelle ça un désert. Le plus grand désert de merde de l'univers, n'est-ce pas? Dans sa tête, repassait la réponse de Rand. T'as tout pigé, Sherlock. Shapiro resta quelques instants immobile à côté de Rand, à attendre que l'homme se réveille, qu'il fasse quelque chose. Au bout d'un moment, il perdit patience. Il commença à redescendre, glissant et trébuchant, le flanc de la dune sur laquelle ils avaient dû monter pour regarder autour d'eux. Il sentait le sable aspirer ses bottes. Je veux t'engloutir, Bill, croyait-il entendre dire le sable. Dans sa tête résonnait la voix sèche et éraillée d'une femme âgée mais encore terriblement forte. Je veux t'engloutir ici même et te faire un énorme câlin. Ça lui rappela comment, à la plage, il se laissait enterrer jusqu'au cou l'un après l'autre lorsqu'il était gosse. À l'époque, c'était amusant. Aujourd'hui, ça lui faisait peur. Il chassa alors cette voix. Ce n'était pas le moment d'évoquer des souvenirs, nom de Dieu. Et se mit à avancer sur le sable à hautes enjambées courtes et saccadées, essayant inconsciemment de gâcher la perfection symétrique de ses pentes et de sa surface. Où vas-tu ? Pour la première fois, la voix de Rand
était chargé d'une note de conscience et d'inquiétude. « La balise de détresse, » répondit Shapiro. « Je vais la mettre en marche. Nous sommes dans un couloir de circulation pour lequel existent des cartes. On sera repéré, capté. Ce n'est qu'une question de temps. » Je sais que nos chances sont merdiques, mais peut-être que quelqu'un viendra avant que la balise de détresse ait embouilli. Interrompit Rand. Ça s'est produit pendant la descente. Peut-être est-elle réparable, répondit Shapiro par-dessus son épaule. Il franchit le seuil de l'écoutille en baissant la tête et se sentit réconforté malgré les odeurs. Câbles grillés et bouffées amères de fréons gazeux. Il se dit qu'il se sentit réconforté parce qu'il avait pensé à la balise de détresse. Aussi misérable soit-elle, elle offrait un peu d'espoir. Pourtant, ce n'était pas d'avoir pensé à la balise de détresse qui l'avait réconforté. Si Rand avait affirmé qu'elle était foutue, elle était très probablement foutue. Mais il ne voyait plus les dunes. Il ne voyait plus cette immense plage sans fin. C'est cela qui le réconfortait. Une nouvelle fois, il se fut hissé avec peine au sommet de la première dune, haletant, les tempes battant sous l'effet de la chaleur sèche. Il trouva Rand à la même place, regardant fixement, fixement, fixement. Une heure s'était écoulée. Le soleil était à la verticale au-dessus d'eux. Le visage de Rand était trempé de sueur. Elle perlait dans ses sourcils. Des gouttelettes coulaient le long de ses joues comme des larmes. D'autres gouttes
ruisselaient le long des muscles de son cou et dans le col de la combinaison de la protection de l'environnement, comme des gouttes d'huile incolores circulent dans les entrailles d'un androïde de bonne qualité. Je l'ai traité de débile. Pensa Shapiro avec un léger frisson. Seigneur, c'est exactement à ça qu'il ressemble. Pas à un androïde, mais à un débile auquel on vient juste de faire, avec une longue aiguille et une injection dans le cou. Tout compte fait, Rand s'était trompé. Rand ? Pas de réponse. La balise de détresse était pas foutue. Une lueur vacilla dans les yeux de Rand. Puis, fixés sur les montagnes de sable, ils se vidèrent à nouveau d'expression. Tout d'abord, Shapiro les avait crus figés. Mais en fait, il pensait qu'elle bougeait. Le vent était incessant. Elle bougeait sûrement. Sur des décades et des siècles, elle devait... Eh bien, elle devait marcher. N'était-ce pas ainsi qu'on appelait les dunes sur une plage ? Dunes en marche. Ça lui revenait comme un souvenir d'enfance. Ou d'école. De quelque part en tout cas. Et puis, qu'est-ce que ça pouvait bien foutre ? À ce moment même, il vit un délicat ruisselet de sable glisser le long du flanc de l'une d'entre elles. Comme si elle avait entendu. Entendu ce que je pensais. Nouvelle coulée de sueur à l'arrière du cou. C'est bon. Il voyait un peu le topo. Qui ne l'aurait pas vu ? Ils étaient dans un sale pétrin. Un très sale pétrin. Et Rand ne semblait pas s'en rendre compte. Ou s'en soucier. Il y avait du sable à l'intérieur et un des circuits était fendu. Mais il y en avait bien une 60aine dans la boîte à melisse de Grimes. Est-ce qu'au moins il m'entend ? Je ne sais pas comment le sable a pénétré à l'intérieur. Elle était exactement là où elle devait être, dans le compartiment de rangement, derrière la couchette, avec 3 sas fermés, mais... Oh, le sable se répand. Il s'insinue partout. Te souviens-tu quand, enfant, tu allais à la plage, Bill ? Quand tu rentrais à la maison, ta mère te disputait parce qu'il y avait du sable partout. Du sable sur le canapé, du sable sur la table de la cuisine, du sable au pied de ton lit.
Le sable de la plage est... Il esquissa un geste imprécis, et ce sourire vague et troublant réapparut. Il est doué d'ubiquité. Mais ça ne l'a pas du tout abîmé, continua Shapiro. Le périphérique de sortie du système de secours tourne au ralenti et j'ai branché le nouveau circuit. J'ai coiffé les écouteurs 1 minute et j'ai demandé une lecture équivalent à 50 parsecs. Ça faisait le même bruit qu'une scie électrique. C'est mieux que tout ce que nous aurions pu espérer. Personne ne viendra. Pas même les Beach Boys. Les Beach Boys sont tous morts depuis 8000 ans. Bienvenue à Surf City, Bill. Surf City sans surf. Shapiro fixait les dunes. Il se demandait depuis combien de temps le sable était là. Un trillion d'années, un quintillon. Y avait-il eu un jour de la vie ici? Peut-être même une créature douée d'intelligence. Des rivières, de la végétation. Des océans qui en faisaient une vraie plage et non pas un désert. Shapiro se tenait à côté de Rand, la tête envahie par ses questions. Le vent incessant ébouriffait ses cheveux. Et brusquement, il fut certain que tout cela avait bien existé. Il pouvait même s'en représenter la fin. Le lent recul des villes, alors que leurs voies d'eau et leurs régions périphériques recevaient d'abord quelques grains de sable, puis une vraie pluie, pour enfin être recouverte et étouffée par le sable rampant. Il imaginait les boueux cônes d'alluvion d'un brun scintillant. Tout d'abord luisant comme de la peau de phoque, puis de plus en plus terne au fur et à mesure qu'il s'éloignait de l'embouchure des rivières. De plus en plus loin. Loin. Jusqu'à se rejoindre. Il voyait la boue luisante comme de la peau de phoque devenir un marais envahi de roseaux, puis du til gris et sablonneux. Et enfin du sable blanc. Il voyait les montagnes rapetissées comme des crayons que l'on taille, leur neige fondre au fur et à mesure que la montée du sable amenait des courants ascendants d'air chaud. Il voyait les derniers rochers escarpés pointant vers le ciel comme l'extrémité de doigts d'hommes ensevelis vivants. Il les voyait recouverts et immédiatement engloutis dans l'oubli par ces dunes profondément stupides.
Comment Rand avait-il dit déjà? Doué d'ubiquité. Si c'est une vision que tu viens d'avoir, Billy Boy, elle était foutrement horrible. Oh mais non. Elle ne l'était pas. Elle n'était pas horrible. Elle était apaisante. Elle était calme, comme la sieste le dimanche après-midi. Peut-il y avoir quelque chose de plus paisible que la plage ? Il chassa ses pensées. Ça aidait de regarder le vaisseau en arrière. On ne nous enverra pas la cavalerie. Le sable nous recouvrira et au bout d'un moment, nous serons le sable et le sable sera nous. Surf City, sans surf. Tu comprends, Bill? Et Shapiro eut peur, car il comprenait. Il n'était pas possible de voir toutes ces dunes sans comprendre. Saloperie de merde! S'écria-t-il. Il retourna au vaisseau et se cacha de la plage. Le soleil se coucha enfin. Moment où sur la plage, sur toute vraie plage, on arrête de jouer au volley, on met son pull pour aller chercher les nanas et la bière. Pas encore l'heure des petits câlins, mais presque. L'heure de jouir à l'avance des petits câlins. Les nanas et la bière ne faisaient pas partie des réserves de la SN-29. Shapiro avait passé l'après-midi à mettre soigneusement en bouteille toute l'eau du vaisseau. Il avait utilisé un porte-à-vac pour aspirer ce qui s'était écoulé des canalisations rompues de la réserve d'eau du vaisseau et avait épongé le sol. Il avait récupéré le peu d'eau resté au fond du système hydraulique brisé du réservoir. Même le petit cylindre dans les boyaux du système de purification d'air qui pulsait l'air dans les zones de stockage n'avait pas été oublié. À la fin, il s'était rendu dans la cabine de Grimes. Grimes gardait des poissons rouges dans un bocal sphérique, spécialement conçu pour la pesanteur. Celui-ci, moulé en plastique polymère transparent, résistant au choc, avait supporté la catastrophe sans problème. Les poissons, eux, tout comme leurs propriétaires, n'y avaient pas résisté. Ils flottaient, terne masse orange à la surface de la boule qui était venue se loger sous la couchette de Grimes. À côté de 3 sous-vêtements très crasseux et d'une demi-douzaine de cubes holographiques porno. Il avait tenu un moment entre ses mains l'aquarium sphérique et avait regardé fixement à l'intérieur.
Hélas, pauvre Yorick, je l'ai bien connu. S'était-il soudain écrié. Et puis, il avait éclaté d'un rire, tonitruant et éperdu. Puis, il avait pris l'épuisette que Grimes rangeait dans sa cantine et l'avait plongée dans le réservoir. Il en avait retiré les poissons et s'était demandé ce qu'il allait en faire. Au bout d'un moment, il les avait portés près du lit de Grimes et avait soulevé l'oreiller. Il y avait du sable dessous. Il avait déposé les poissons sans nulle émotion, puis il avait versé très soigneusement l'eau dans le jerrycan qu'il utilisait pour la recueillir. Il faudrait la purifier, mais même si les purificateurs ne fonctionnaient pas, il avait pensé qu'au bout de quelques jours, il n'hésiterait certainement pas à boire l'eau d'un aquarium, juste parce qu'elle contenait peut-être quelques écailles et un peu de merde de poisson rouge. Il avait purifié l'eau, l'avait partagée en deux, et avait escaladé à nouveau la dune pour porter sa part à Rand. Celui-ci était toujours au même endroit, comme s'il n'avait absolument pas bougé. « Rand, je t'apporte ta ration d'eau !» Il ouvrit la fermeture à glissière de la poche ventrale de la combinaison de la protection de l'environnement de Rand et y glissa la flasque de plastique plate. Il allait appuyer du bout du pouce pour la refermer lorsque Rand balaya son geste de la main. Il ressortit la flasque. Sur le devant était inscrit « Flasque numéro 23196755, réserve du vaisseau ASN, stérile tant que la capsule est intacte. » La capsule n'était bien sûr plus intacte. Shapiro avait dû remplir la flasque. « J'ai purifié !» Rand écarta ses doigts. La flasque tomba sur le sable avec un bruit mou. « J'en veux pas. » Rand, qu'est-ce qui ne va pas? Nom de Dieu, t'as pas bientôt fini? Rand ne répondit pas. Shapiro se pencha et ramassa la flasque 23196755. Il balaya d'un revers de la main les grains de sable restés accrochés, comme s'il s'était agi d'énormes microbes bouffis. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» répéta Shapiro. « C'est le choc? Tu crois que c'est ça? Parce que je peux te donner une pilule ou te faire une piqûre. Mais ça commence à me taper sur le système, si tu veux savoir. Toi en train de contempler les 60 km de vide que t'as devant les yeux. C'est du sable! Seulement du sable! C'est une plage, répondit Rand d'un air rêveur. Tu veux faire un château de sable? Bon, ça va, déclara Shapiro. Je vais aller chercher une aiguille et une ampoule de calmant. Si tu veux te comporter comme un débile profond, je vais te traiter comme on les traite. Si tu tentes de m'injecter quoi que ce soit, tu as intérêt à être silencieux quand tu t'amèneras derrière moi, dit Rand avec douceur. Sinon, je te casse le bras. Il en était bien capable. Shapiro
L'astronavigateur pesait 65 kilos et mesurait 1,68 m. Le corps à corps n'était pas sa spécialité. Il marmonna un juron, fit demi-tour et reprit le chemin du vaisseau, la flasque de Rand à la main. Je pense que sa vie, lança Rand. En fait, j'en suis presque sûr. Shapiro se retourna vers lui, puis regarda les dunes. Le soleil couchant avait orné d'un filigrane d'or leur sommet lisse et élancé. Un filigrane qui sombrait délicatement jusqu'à un noir d'ébène dans les creux. Sur la dune voisine, l'ébène redevenait or. De l'or au noir, du noir à l'or, de l'or au noir, et du noir à l'or, et de l'or... Shapiro cligna rapidement des yeux et se les frotta de la main. J'ai senti plusieurs fois cette dune bouger sous mes pieds, dit Rand à Shapiro. Elle bouge avec beaucoup de grâce. On dirait la marée. Je sens son odeur dans l'air. Et c'est une odeur saline. Tu es piqué, déclara Shapiro. Il était tellement terrifié qu'il avait l'impression que son cerveau était devenu de verre. Rand ne répondit pas. Ses yeux parcouraient les dunes qui passaient de l'or au noir, à l'or au noir dans le soleil couchant. Shapiro retourna au vaisseau. Rand resta toute la nuit sur la dune, et puis toute la journée suivante. Shapiro regarda et le vit,
Il avait enlevé sa combinaison de la protection de l'environnement et le sable l'avait presque recouverte. Une seule manche dépassait, pitoyable et suppliante. Le sable, au-dessus et en dessous d'elle, rappelait à Shapiro des lèvres aspirant avec une avidité édentée un morceau de quelque chose de tendre. Shapiro se sentit envahi par le désir fou de pelleter le flanc de la dune pour sauver le costume de Rand. Il n'en fit rien. Il s'assit dans sa cabine pour attendre le vaisseau de secours. L'odeur de fréon s'était dissipée. Elle avait été remplacée par l'odeur, encore moins plaisante, du corps en décomposition de Grimes. Le vaisseau de secours ne vint pas ce jour-là, ni cette nuit-là, ni le 3e jour. D'une façon ou d'une autre, du sable apparut dans la cabine de Shapiro, bien que le sas ait été fermé et que le joint d'étanchéité semblât parfaitement hermétique. Il aspira les petits tas de sable avec le porte-à-vac, comme le premier jour, il avait aspiré les petites flaques d'eau répandues. Il avait constamment soif. Sa flasque était déjà presque vide. Il avait l'impression de commencer à sentir du sel dans l'air. Dans son sommeil, il entendait le cri des mouettes. Et il entendait le sable. Le vent incessant rapprochait la première dune du vaisseau. Sa cabine était encore utilisable grâce au porte-à-vac, mais le sable envahissait déjà le reste. Des mini-dunes s'étaient introduites par les serrures éclatées et avaient pris possession de la SN-29. Le sable filtrait en vrille et membrane à travers les bouches d'aération. Il s'amoncelait dans l'un des réservoirs éclatés. Le visage de Shapiro était maintenant hâve et rugueux, ombré de barbe. Le 3e jour, un peu avant le coucher du soleil, il grimpa sur la dune pour voir où en était Rand. Il envisagea d'emporter une piqûre hypodermique, mais y renonça. C'était bien plus qu'un état de choc. Il en était sûr à présent. Rand était fou. Il vaudrait mieux qu'il meure rapidement. Et c'était apparemment exactement ce qui allait se produire. Et bonne nuit, Captain Harlock. Merci d'avoir été là.
bonnes rediffs d'avance. Shapiro était hâve. Rand était émacié. Son corps n'était plus qu'une brindille décharnée. Ses jambes, auparavant fortes et solides, avec leurs muscles d'acier, étaient à présent molles et affaiblies. Leur peau pendait comme des chaussettes trop grandes qui ne cessent de glisser. Il n'était vêtu que de son slip en nylon rouge, absurdément semblable à un maillot de bain qui moule les couilles. Une barbe légère avait commencé à ombrer son visage, couvrant d'un duvet ses joues et son menton creux. Sa barbe avait la couleur d'un sable de plage. Ses cheveux, décolorés auparavant d'un châtain terne, étaient désormais presque blonds. Il pendait sur son front. Seuls ses yeux, qui scrutaient à travers sa frange avec une intensité d'un bleu perçant, vivaient encore pleinement. Ils observaient la plage. Ils observaient les dunes. Nom de Dieu, les dunes! Sans répit. À présent, Shapiro s'apercevait d'un sale truc. C'était vraiment un très sale truc. Il se rendait compte que le visage de Rand était en train de se changer en dune de sable. Sa barbe et ses cheveux étouffaient sa peau. « Tu vas mourir !» commença Shapiro. « Si tu ne viens pas jusqu'au vaisseau pour boire, tu vas mourir !» Rand ne répondit pas. « C'est ce que tu désires ?» Rien. Il y avait le reniflement vide du vent, mais rien de plus. Shapiro vit que les plis du cou de Rand se comblaient de sable. La seule chose que je désire, répondit Rand d'une voix faible et lointaine comme le vent. Ce sont mes cassettes des Beach Boys. Elles sont dans ma cabine. Va te faire foutre! Cria Shapiro furieux. Mais tu sais ce que j'espère? J'espère qu'un vaisseau va venir avant que tu ne meures. Je veux t'entendre brailler et hurler quand ils te tireront de ta putain de plage de merde. Je veux voir ce que tu feras alors. La plage finira par t'avoir, toi aussi, dit Rand. Sa voix était vide, et elle résonnait comme le vent dans une courge brisée. Une courge oubliée à la fin de la dernière récolte d'octobre. Écoute voir, Bill. Écoute la vague. Rand redressa la tête. Sa bouche, à demi ouverte, laissait voir sa langue. Celle-ci était aussi fripée qu'une éponge sèche. Shapiro entendit quelque chose. Il entendit les dunes. Elles fredonnaient les rengaines du dimanche après-midi à la plage. Sieste sur la plage, vide de rêve. Longue sieste. Paix insouciante, grincement du cri des mouettes. Particules mouvantes, aveugles, dunes en marche. Il entendit et fut irrésistiblement attiré par les dunes. Tu entends? Dit Rand.
Shapiro, leva 2 doigts et les plongea dans le nez jusqu'à se faire saigner. Alors, il put fermer les yeux. Il retrouva lentement et maladroitement ses esprits. Son cœur battait à tout rompre. J'étais presque comme Rand. Seigneur, elles ont failli m'avoir, moi aussi. Il ouvrit à nouveau les yeux et vit que Rand s'était changé en une conque marine, reposant sur une longue plage déserte, tendue vers tous les mystères d'une mer vivante, contemplant les dunes, et les dunes, et les dunes. Arrêtez! Gémit Shapiro intérieurement. Mais écoute, cette vague... Répondit le murmure des dunes. Contrairement à ce que lui dictait son bon sens, Shapiro écouta. Puis il perdit son bon sens. Shapiro pensa. J'entendrais mieux si je m'asseyais. Il s'assit au pied de Rand, posa ses talons sur ses cuisses comme un Indien yaqui et écouta. Il entendit les Beach Boys, et la chanson des Beach Boys parlait de joie, de joie, de joie. Il les entendit chanter que les filles à la plage sont toutes à votre portée. Il entendit un soupir, sourd, du vent. Pas dans son oreille, mais dans le canyon qui sépare l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche du cerveau. Il entendit ce soupir quelque part dans l'obscurité que franchit seulement le pont suspendu du corps calleux, celui qui relie la pensée consciente à l'infini. Il ne sentit plus ni la faim, ni la soif, ni la chaleur, ni la peur. Il entendit seulement cette voix dans le vide. Et un vaisseau surgit. Il a jailli du ciel, en piqué, la post-combustion laissant de droite à gauche une longue traînée orange. Un grondement de tonnerre ceintura les ondes delta du sol, et plusieurs dunes s'affaissèrent comme les circonvolutions d'un cerveau sur le trajet d'une balle. Le tonnerre déchira la tête de Billy Shapiro, et l'espace d'un instant, il fut écartelé, déchiré, écartelé jusqu'aux entrailles. Puis, il se remit sur pied. « Un vaisseau !» s'écria-t-il. « Foutre Dieu ! Un vaisseau ! Un vaisseau, un vaisseau !» C'était un vaisseau marchand de la ceinture astrale, sali et cabossé par 500 ou 5000 années au service d'un clan. Il bondit à travers l'espace, heurta brutalement le sol droit devant lui et fit embardé. Le capitaine éteignit les gaz dont la chaleur fondit le sable en verre noir. Shapiro se réjouit de cette blessure. Rand regarda autour de lui comme un homme qui émerge d'un rêve profond. Dis-lui de s'en aller, Billy. Tu ne comprends pas, dit Shapiro en avançant à pas traînants, ses poings tremblants levés vers le ciel. Tout ira bien.
Il se précipita vers le vaisseau marchand crasseux, en progressant à longues enjambées, comme un kangourou fuyant un incendie. Le sable s'agrippait à lui. Shapiro s'en débarrassa d'une secousse brutale. « Tu peux aller te faire foutre, le sable. Une petite m'attend à Hansonville. Le sable n'a jamais eu de petite. Le sable n'a jamais bandé. » La coque du vaisseau marchand s'ouvrit. La passerelle de débarquement surgit comme une langue. Un homme la descendit à grands pas, suivi de 3 androïdes et d'un type monté sur roulement à billes qui était certainement le capitaine. En tout cas, il portait un béret orné du symbole d'un clan. L'un des androïdes brandit un bâton en direction de Shapiro. Celui-ci l'envoya valser au loin. Il tomba à genoux devant le capitaine et embrassa les roulements qui remplaçaient ses jambes mortes. « Les dunes! Rand, pas d'eau! Vivant! L'a hypnotisé! Monde de conge! Merci mon Dieu! » Un tentacule d'acier vint s'enrouler autour de la taille de Shapiro et le tira en arrière d'un coup net. Le sable sec murmurait sous lui, comme s'il riait. « Ça va ?» lança le capitaine. « Bayachel, me gat !» L'androïde lâcha Shapiro et recula, l'air affolé en cliquetant. « Tout ce chemin pour un foutu Fed !» s'exclama le capitaine avec amertume. Shapiro se mit à pleurer. Il avait mal, pas seulement à la tête, mais aussi au foie. « Dude, gat ! Au pourlui de Dieu !» L'homme, qui était descendu le premier, lui jeta une bouteille spécialement conçue pour la basse gravité et munie d'une tétine. Shapiro la renversa au-dessus de lui et téta goulûment, déversant dans sa bouche le long de son menton en coulée qui assombrissait sa tunique, à ce point décolorée qu'elle avait pris la teinte d'ossement. Une eau froide, comme le cristal. Il s'étrangla, vomit, puis se remit à boire. Dude et le capitaine le regardaient avec attention. Les androïdes cliquetaient. Enfin, Shapiro s'essuya la bouche, se redressa et s'assit. Il se sentait à la fois malade et bien mieux. « Vous êtes Shapiro ?» demanda le capitaine. Shapiro acquiesça. « Affiliation à un clan ? » ?»« Non. »« Numéro DSN ? » ?»« 29. »« Équipage ? » ?»« 3. Un mort, l'autre. Rand, là-haut. »
Il leur montra du doigt sans regarder. Le visage du capitaine resta impassible. Pas celui de Dude. « La plage l'a eu !» expliqua Shapiro. Il remarqua leur regard, voilé et interrogateur. « Le choc, peut-être. Il semble en état d'hypnose. Il ne cesse de parler des Beach Boys. » « Oui, je sais, vous ne connaissez pas. Il veut ni boire ni manger. Il est mal en point. Dude, emmène avec toi l'un des Andes et redescends-moi ce type de là-haut. » Seigneur, un vaisseau fédéral, poursuivit-il en hochant la tête. Pas de prime de sauvetage. Dude acquiesça. Quelques instants plus tard, accompagné de l'un des Andes, il escaladait péniblement le flanc de la dune. L'androïde avait l'air d'un véliplanchiste de 20 ans qui se ferait peut-être un peu d'argent de poche en offrant ses services à des veuves mortes d'ennui. Mais sa démarche le dénonçait plus encore que les tentacules articulés qui lui sortaient des aisselles. Cette démarche, commune à tous les androïdes, était celle, lente, réfléchie et presque douloureuse, d'un maître d'hôtel vieillissant, affligé d'hémorroïdes. Le tableau de bord du capitaine se mit à bourdonner. « J'écoute. »« Ici Gomez, capitaine. On est dans Tsaldra. Le compscan et la télémétrie de surface révèlent un sol très instable. Pas le moindre soubassement rocheux sur lequel prendre appui. Nous reposons sur la plaque durcie par la chaleur de l'atterrissage, et en ce moment, c'est peut-être ce qu'il y a de plus solide sur la planète tout entière. Le problème, c'est qu'elle aussi commence à disparaître. » Recommandation ? Il faut s'en aller. Quand ? On a 5 minutes. Vous êtes hilarant, Gomez. Le capitaine appuya sur un bouton et la radio s'éteignit. Les yeux de Shapiro roulaient dans leurs orbites. « Écoutez, laissez tomber Rand. Il est foutu. Je vous ramène tous les deux. Je n'aurai pas de prime de sauvetage, mais la Fédération paiera bien quelque chose pour vous deux. Non pas que vous valiez grand-chose l'un ou l'autre, autant que je puisse en juger. Il est toqué, et vous êtes une poule mouillée. Non, vous ne comprenez pas. Vous... » Les yeux jaunes et rusés du capitaine étincelèrent. « Est-ce que vous transportez de la marchandise de contrebande ? » demanda-t-il. « Capitaine, écoutez, s'il vous plaît. Parce que si c'est le cas, il serait absurde de la laisser ici. Dites-moi ce que c'est et où elle est. Je partage 70-30. Récompense standard pour un sauveteur. Vous ne pourriez pas mieux vous en tirer, pas vrai ? Vous... » La plaque durcie par la fusion se mit soudain à osciller sous leurs pieds. À osciller de façon sensible. Une corne quelque part à l'intérieur du vaisseau marchand se mit à résonner avec une régularité assourdie. Le communicateur sur le tableau de bord du capitaine s'alluma à nouveau. « Là !» hurla Shapiro. « Là ! Vous voyez ce que vous affrontez ? Vous voulez vraiment parler de contrebande maintenant ?
Il faut absolument foutre le camp d'ici !» « La ferme, mon coco. Ou bien j'envoie un de ces gars te calmer, » répondit le capitaine. Sa voix était calme, mais son regard avait changé. Il pianota sur le communicateur. « Capitaine, j'enregistre 10 degrés d'inclinaison, et ça continue. Le gouvernail de profondeur descend, mais prendre l'angle. Il nous reste encore un peu de temps, mais pas beaucoup. Le vaisseau va se renverser. » « Les pieds vont le soutenir. »« Non, monsieur. Que le capitaine veuille bien m'excuser, mais ils vont rien soutenir du tout. »« Mettez en route les séquences de mise à feu, Gomez. »« Merci, monsieur. » Dans la voix de Gomez, le soulagement était évident. Dude et l'androïde redescendaient le flanc de la dune. Rand n'était pas avec eux. Landy prenait de plus en plus de retard. Tout à coup, un phénomène étrange se produisit. Landy tomba tête la première. Le capitaine fronça les sourcils. Il ne tomba pas comme tombe normalement un androïde, c'est-à-dire plus ou moins comme un être humain. On aurait dit que quelqu'un venait de pousser un mannequin dans un grand magasin. Il tomba comme ça. Boum. Et un petit nuage de sable jaune s'éleva autour de lui. Dude revint en arrière et s'agenouilla près de lui. Les jambes de Landy se mouvaient toujours comme si, dans le 1,5 million de micro-circuits réfrigérés au fréon qui constituait son cerveau, il rêvait qu'il marchait encore. Mais elle bougeait lentement, en craquant. Elles s'immobilisèrent. De la fumée commença à sortir des pores de l'androïde et ses tentacules tremblèrent dans le sable. C'était aussi horrible que d'assister à la mort d'un humain. Un terrible grincement monta de ses entrailles. Plein de sable, murmura Shapiro. Il est atteint de la fièvre des Beach Boys. Le capitaine lui jeta un coup d'œil irrité. Ne soyez pas ridicule, mon vieux. Ce truc peut traverser une tempête de sable sans qu'un seul grain pénètre à l'intérieur. Pas dans ce monde-ci. La plaque, durcie par la fusion, se stabilisa à nouveau. Le vaisseau était à présent nettement incliné. Un grondement grave retentit. Le train d'atterrissage supportait un poids plus important. « Laisse-le !» brailla le capitaine à Dude. « Laisse-le ! Mais laisse-le ! G! Yacht! Viens-moi de Dieu !» Dude le rejoignit, laissant l'androïde ramper face contre le sable. « Quelle merde !» murmura le capitaine. Dude et lui se mirent à parler une sorte de langage primaire rapide que Shapiro arrivait plus ou moins à comprendre.
Dude expliqua au capitaine que Rand avait refusé de le suivre. Landy avait essayé d'agripper Rand, mais il n'avait plus de force. À ce moment-là déjà, il bougeait par saccades et d'étranges grincements sortaient de ses entrailles. Il s'était mis aussi à réciter un méli-mélo de coordonnées galactiques et d'extraits d'un inventaire des cassettes de musique folk du capitaine. Dude lui-même s'était alors approché de Rand. Le combat avait été bref. Le capitaine dit à Dude que si un homme resté debout 3 jours sous le soleil brûlant avait pu avoir raison de lui, lui-même devrait peut-être se procurer un nouveau second. Le visage de Dude fut assombri par la gêne. Mais son regard grave et inquiet ne s'altéra pas. Il tourna lentement la tête, révélant 4 sillons profonds dans ses joues. Elles enflaient lentement. « Lui, gros indique !» déclara Dude. « Fort de Dieu ! Lui, force Umbi !»« Umbi, lui de Dieu !» demanda le capitaine en regardant Dude d'un air sévère. Dude acquiesça. « Umbi, Beachel, Umbi de Dieu !» Shapiro avait froncé les sourcils, interrogé son cerveau fatigué et effrayé pour retrouver le sens de ses mots. À présent, ça lui revenait. Umbi. Ça voulait dire fou. Il est fort, nom de Dieu. Fort parce qu'il est fou. Il a la manière forte, une force surhumaine. Parce qu'il est fou. Manière forte. Ou peut-être maniaque fort. Il n'était pas sûr. Que ce soit l'un ou l'autre, ça revenait au même. Umbi. Le sol s'inclina à nouveau sous leurs pieds, et le sable recouvrit les bottes de Shapiro. De derrière eux s'éleva le caverneux des bouches de ventilation qui entraient en action. Shapiro pensa que c'était l'un des sons les plus délicieux qu'il ait jamais entendus. Le capitaine était profondément absorbé par ses pensées. Étrange centaure dont la moitié inférieure n'était pas chevaline mais toute de roulements à billes et de plaques de métal. Puis il leva les yeux et manœuvra le communicateur. « Gomez, envoyez-nous ici Excellent Montoya avec un pistolet tranquillisant. » « Bien reçu. » Le capitaine se tourna vers Shapiro. « Alors, par-dessus le marché, j'ai perdu un androïde qui vaut 10 ans de votre salaire. Je suis fou de colère, putain. Je vais emmener votre copain. Capitaine !» Shapiro ne pouvait s'empêcher de passer sa langue sur ses lèvres. Il savait que c'était tout à fait inopportun. Il ne voulait pas avoir l'air fou, hystérique ou lâche. Et le capitaine avait apparemment décidé qu'il était les trois à la fois. Se passer ainsi la langue sur les lèvres ne pouvait que le conforter dans son jugement.
Il ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Capitaine, je ne voudrais trop insister sur la nécessité de quitter ce monde le plus vite possible. Ferme-la, espèce de con! Coupa le capitaine, non sans une certaine gentillesse. Un faible hurlement s'éleva du sommet de la dune la plus proche. Et bonne nuit, tonton. Un faible hurlement s'éleva du sommet de la dune la plus proche. Ne me touchez pas, ne m'approchez pas. Laissez-moi tranquille, tous autant que vous êtes. Grand indique Gatumbi, déclara Dude d'un air grave. À lui, Yemon, répondit le capitaine. Puis il se tourna vers Shapiro. Il ne va vraiment pas bien, n'est-ce pas? La plaque durcie par la fusion se stabilisa à nouveau. Le train d'atterrissage gronda plus fort que jamais. Le communicateur grésilla. La voix de Gomez était ténue, légèrement mal assurée. Il faut partir immédiatement, capitaine. C'est bon. Un homme brun apparut sur la passerelle de débarquement. Il tenait un long pistolet dans l'une de ses mains gantées. Le capitaine désigna Rand du doigt. Lui, de Dieu. Peu. Gat, de Dieu. Excellente Montoya, que ne dérangeait pas le sol penché, qui n'était pas un sol, mais simplement du sable que la fusion avait changé en verre. Et Shapiro remarquait qu'à présent, de profondes craquelures couraient à sa surface. Que ne troublaient nullement les grondements du train d'atterrissage ou la vision étrange d'un androïde qui semblait désormais creuser sa propre tombe avec ses pieds, contempla un instant le visage émacié de Rand. Peu, dit-il. Gat pour pleurer, répondit le capitaine en envoyant un jet de salive sur le côté. Tire-lui dans la bite, je m'en fous, s'écria-t-il. Du moment qu'il respire encore quand nous démarrerons. Excellente Montoya leva le pistolet. Le geste était apparemment 2/3 d'habitude, 1/3 de nonchalance. Mais Shapiro, même dans l'état de demi-panique dans lequel il se trouvait, remarqua la façon dont la tête de Montoya s'inclinait sur le côté pour viser. Comme un grand nombre de membres d'un clan, son arme faisait quasiment partie de lui. Il la pointait comme on pointerait un doigt. Il appuya sur la gâchette et la flèche du tranquillisateur jaillit du canon avec un bruit sourd. Une main
sortit de la dune et l'intercepta. C'était une grande main brune, onduleuse, faite de sable. Elle sortit au mépris du vent et fit disparaître l'éclat momentané de la flèche. Puis le sable retomba avec un lourd bruit. Plus de main. Impossible de croire qu'il y en avait vraiment eu une. Mais ils l'avaient tous vue. « Gideon !» déclara le capitaine presque sur le ton de la conversation. Excellente Montoya tomba à genoux. « Il dit, peu de Dieu, petit gars, viens, veux à ventre gras de Dieu !» Dans un demi-brouillard, Shapiro comprit que Montoya était en train de réciter un rosaire. Là-haut, sur la dune, Rand sautait sur place, brandissant ses poings vers le ciel, poussant de faibles cris de triomphe d'une voix perçante. Une main. C'était une main. Il a raison. C'est vivant, vivant, vivant! Indique! Cria le capitaine à Montoya d'un ton brusque. Canit, Gat! Montoya se tut. Il effleura des yeux la silhouette de Rand en train de faire des cabrioles, puis les détourna. Son visage était empreint d'une terreur superstitieuse, quasi médiévale. « C'est bon, j'en ai assez !» s'écria le capitaine. « J'abandonne, on s'en va !» Il enfonça 2 des boutons de son tableau de bord. Le moteur, qui aurait dû le faire pivoter adroitement afin qu'il ne se retrouvât face à la passerelle de débarquement, ne ronronna pas. Il grinça et crissa. Le capitaine poussa un juron. La plaque durcie par la fusion s'inclina une nouvelle fois. Capitaine! Gomez, dans un état de panique. Le capitaine frappa un autre bouton et les roulements à billes commencèrent à l'entraîner à reculons le long de la passerelle de débarquement. « Guidez-moi !» ordonna le capitaine à Shapiro. « Je n'ai aucun putain de rétroviseur. C'était bien une main, n'est-ce pas ?»« Oui. Je fais des guerpires d'ici. Voilà 14 ans que je n'ai plus de pine, mais en ce moment j'ai l'impression de me pisser dessus. » Une dune s'effondra soudain sur la passerelle de débarquement. Mais ce n'était pas vraiment une dune. C'était une main. Merde! Oh merde! S'écria le capitaine. Sur sa dune, Rand bondissait et poussait de petits cris. Soudain, les roulements à billes de la moitié inférieure du capitaine se mirent à grincer. Le mini-tank, dont sa tête et ses épaules formaient la tourelle, se mit à partir en arrière en trépidant. Les roulements à billes se bloquèrent. Du sable jaillissait entre eux. « Soulevez-moi !» brailla le capitaine aux 2 androïdes restants. « Vite ! Vite !»
Leurs tentacules s'enroulèrent autour des galets d'éroulement à billes et ils le soulevèrent. Il ressemblait ridiculement à un professeur d'université qu'un groupe d'étudiants chahuteurs s'apprête à faire sauter en l'air sur une couverture. Il pianota le communicateur. « Gomez, dernière séquence de mise à feu! Vite! Vite !» La dune au pied de la passerelle de débarquement s'inclina, devint une grande main brune qui commença à grimper la pente de la passerelle. Avec des cris perçants, Shapiro fonça pour lui échapper. On souleva hors de sa portée le capitaine qui poussait des jurons. La passerelle fut relevée. La main retomba et redevint sable. Le sas se ferma comme un iris. Les moteurs hurlèrent. Pas le temps de s'installer sur une couchette. Pas le temps pour quoi que ce soit de semblable. Shapiro se jeta roulé en boule sur le sol et fut rapidement aplati par l'accélération. Avant de sombrer dans la conscience, il eut l'impression de sentir du sable s'agripper au vaisseau avec des bras bruns et musclés et tirer pour les retenir. Le vaisseau s'éleva. Ils étaient partis. Rand les regarda s'éloigner. Il s'était assis. Quand la traînée des propulseurs se fut enfin effacée du ciel, il tourna les yeux vers l'infinité sereine des dunes. Nous avons une bagnole qui date de 34. Nous l'appelons vieille caisse. Croassait-il pour le sable vide et mouvant. Elle ne roule pas très bien. C'est une vieillerie, mais elle est si chouette. Lentement, d'un air réfléchi, il se mit à s'enfoncer du sable, poignée après poignée, dans la bouche. Il avala, avala, avala. Bientôt, son ventre fut un tonneau enflé, et le sable commença à s'amonceler le long de ses jambes. Et voilà la fin de cette histoire. Héros. Nous entendons Nask boire dans sa gourde. Très bonne idée. Très bonne idée. Je vais sûrement en faire de même. Pensez à vous hydrater surtout.